Bonjour à tous. La croissance économique a débuté dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en Angleterre. Elle s'est ensuite diffusée aux autres pays en voie d'industrialisation au XIXe siècle. Depuis, les économistes se sont interrogés sur la fin de cette période de croissance économique. Cette réflexion, elle a débuté en 1938 avec un économiste, Alvin Hansen. Il estimait que les États-Unis étaient condamnés à une croissance économique très faible dans le futur, puisque les trois piliers, les trois facteurs à l'origine de la forte croissance économique américaine du XIXe siècle étaient épuisés dans les années 30. Il y avait d'une part les inventions, la découverte de nouveaux territoires et de nouvelles ressources, et enfin la croissance démographique. Ces trois facteurs étaient épuisés et Hansen pensait qu'il y aurait ce qu'il appelait une stagnation séculaire pour les États-Unis, c'est-à-dire une période sans croissance économique. La thèse de la stagnation séculaire a été reprise par la suite par deux économistes américains, plus récemment, Larry Summers et Robert Gordon. Concentrons-nous sur les travaux de Robert Gordon. Ils mettent en évidence une forte décélération des gains de productivité aux États-Unis depuis 2004. Pour lui, la nature des innovations les plus récentes, qu'il s'agisse de la robotique, du big data ou de l'intelligence artificielle, ne devrait pas déboucher sur une forte hausse de la productivité aux États-Unis. Les gains de productivité liés aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ont déjà eu lieu. Il en veut pour preuve, par exemple, la très forte augmentation de la productivité dans le commerce de détail, avec Walmart, par exemple, dans les années 1980-1990. L'introduction de codes barres, des caisses automatiques, du paiement par carte de crédit. Pour lui, la productivité ne doit plus progresser dans le commerce de détail. Des économistes, comme Philippe Aghion, opposent à cette thèse de la stagnation séculaire une conception très différente de l'innovation, dans le cas des États-Unis qui nous intéresse toujours. On assisterait plutôt au contraire à une progression de la quantité et de la qualité des innovations, comme en attesterait l'augmentation du nombre de brevets aux États-Unis. Il y a deux forces qui poussent les entreprises américaines à innover plus particulièrement. D'une part, la révolution des technologies de l'information et de la communication, qui ont permis d'améliorer la production d'idées, et d'autre part, la mondialisation, qui incite les entreprises à innover pour profiter d'économies d'échelle et éviter les pertes potentielles liées à la concurrence étrangère. Les innovations peuvent donc potentiellement stimuler la productivité et générer aux États-Unis de la croissance économique. Mais les gains de productivité ne décollent pas dans ce pays sous l'effet des plus grandes entreprises mondiales qu'on appelle les entreprises superstars. On compte parmi elles Walmart, les GAFAM ou Starbucks par exemple. Ces entreprises superstars ont très fortement grossi et connu des gains de productivité très élevés entre 1995 et 2005. L'écart de productivité alors avec les autres entreprises non superstars est devenu si important qu'il est très compliqué pour ces dernières d'innover désormais. D'autant que les entreprises superstars sont celles qui déposent le plus de brevets à des fins défensives pour freiner l'apparition de nouvelles innovations par des entrants potentiels. La question de la préservation de l'environnement est également à prendre en considération dès lors qu'on envisage de parler de croissance économique. Un débat agite les économistes. Il y a d'une part ceux qui pensent que la croissance économique est compatible avec la préservation de l'environnement et ceux qui en doutent. Parmi les pessimistes, on peut citer le fameux rapport Meadows qui date de 1972 et a donc 50 ans. Ce rapport commandé par le Club de Rome et à des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology avait averti des limites de la croissance dans un monde où la démographie est exponentielle et les ressources sont limitées. Le modèle de croissance continue y était présenté comme intrinsèquement instable et voué à s'éteindre du fait du décalage entre l'augmentation des besoins et d'autre part l'épuisement des ressources. Le rapport concluait à la nécessité de se résoudre à un ralentissement de la croissance économique. Toutefois, des économistes continuent à penser que la croissance peut être compatible avec la préservation de l'environnement. Il s'agit de la thèse de la croissance verte. Il y aura une croissance verte ou neutre en carbone fondée sur l'innovation technologique. Il ne faudrait donc surtout pas remettre en question l'objectif de croissance économique, car c'est grâce à la hausse de la productivité que seront mises au point
les techniques permettant de protéger la planète. Pour le dire encore autrement, à chaque problème environnemental, sa solution. On peut prendre l'exemple, pour contrer la montée des eaux du réchauffement climatique, des habitations flottantes qui sont gagnées sur la mer. Ou alors la sélection biologique des végétaux, leur replantage et des méthodes sophistiquées d'irrigation pour lutter contre la déforestation et la sécheresse. J'espère que toutes ces explications vous ont plu. Si vous voulez en savoir plus, si vous vous posez d'autres questions en économie, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Apprendre l'économie. Vous pouvez également acquérir notre manuel Apprendre l'économie, paru chez Duno et disponible dans toutes les bonnes librairies. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif de la vidéo ci-dessous. N'oubliez pas également de liker la vidéo pour nous soutenir. Merci beaucoup!